What's up guys, bienvenue au Podcast Moon. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. On start ça, t'es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Ben, quoi que ça tourne, ça fait une couple de minutes déjà, là, mais yes sir, fait que j'étais avec Dave Moore aujourd'hui. Ça va Dave? Ça va bien? Yes, thank you d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation, je suis bien excité là, d'être ici. Yes sir. Fait qu'aujourd'hui, on va parler toute une compagnie de gestion immobilière qui est Vesta. Petit shout-out, Vesta Gestion Immobilière, tu m'as apporté des beaux verres, fait qu'on va faire de la promo un peu. Fait quoi, compagnie de gestion immobilière ici en Outaouais, tu es investisseur aussi, mais je veux dire, c'est pas ta première entreprise, tu as eu c'est ça mon business avant. Fait que là, c'est ça, je veux... oui, on va parler de gestion immobilière, mais juste un peu parler de ton parcours pour le monde qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent moins. Oui, ben en fait, j'ai goûté à l'entrepreneuriat, là, j'étais assez jeune. J'ai commencé à, tu sais, comme bien du monde, là, j'ai commencé à couper du gazon. J'en ai fait une belle business intéressante là, dans le quartier chez mes parents à Elmer, justement dans le parc Champlain. Fait que j'ai travaillé, j'ai fait ça pendant 6-7 ans. Chaque été, là, je coupais du gazon de mon adolescence. Pour après t'as vraiment comme fait une business de ça, là, pas juste 2-3 voisins. Non, c'est ça. Ça a commencé avec un, puis ça l'a échelonné. Il y a un été, j'en avais 36, puis 36 terrains à couper. C'était tous des demi-acres minimum comme terrain. Fait que c'était intéressant. Ça prenait de la bonne équipement, puis je m'amusais, j'avais vraiment du fun à faire ça pendant ces étés-là. Puis ça a été mon premier contact vraiment avec l'entrepreneuriat, là, je pense, à ce niveau-là. Puis quel âge que tu avais dans ce temps-là? Tu étais ado? Oui, 13 à 18 ans. Tu as quand même fait ça. Oui. Puis je me promenais là, dans les rues là, avec mon tracteur, puis... J'allais cogner aux portes. J'allais cogner aux portes, puis au début de l'année, tu sais, je passais des pamphlets partout, puis un moment donné, l'année 1, j'avais 2-3 voisins, puis l'année 3, ben, j'avais 4-5 voisins, puis l'année 6, ben, j'avais 10 contrats sur la même rue, puis je me suis tout le temps promené là, dans les rues avec mon tracteur pour me rendre d'un gazon à l'autre, puis c'est le même que j'ai commencé un peu à comprendre qu'est-ce qu'était l'entrepreneuriat. Là. Ouais, c'est ça, de bâtir quelque chose pour toi-même, là, vraiment, de pas attendre que quelqu'un te donne la business, vraiment toi aller la chercher. Exact. Tu fais-tu du déneigement aussi l'hiver? Du tout. Non, le déneigement, ça m'a jamais vraiment intéressé. Là. Dans ce temps-là, j'étais plus en snow l'hiver, fait que je me suis dit, je vais prendre l'hiver relax, puis l'été, je vais pouvoir en profiter, puis couper du gazon pas mal. Là. That's it. Puis après ça, t'as fait quoi? Parce que moi, quand je t'ai rencontré, t'avais Mobilux, là, pour ceux que... Là, je pense que ça roule-tu encore? Oui, absolument. Là, je pense qu'on le voit peut-être moins, mais toi, tu as vendu dans ce cas-là, ça fait une coupe. Oui, ça fait. Je te dirais, je suis pas bon dans les dates, là, ma blonde va me chicaner, mais 2019 à peu près, la vente de Mobilux. Dans le fond, moi j'ai parti Mobilux juste après l'université, j'étais allé à l'université Laval à Québec. Okay. Puis ma dernière année de bac, un peu, je travaillais sur un plan d'affaires, puis je me suis dit, tabarouette, c'est un service qui est intéressant, c'est un service qui n'a pas beaucoup. C'est à l'époque, j'avais fait une étude de marché, puis je trouvais pas vraiment des compétiteurs directs à un service mobile. Parce que, tu sais, des lavotos, il y en a des tonnes, mais je pense qu'en Outaouais, je me suis dit, je vais essayer de monétiser le fait que le monde utilise beaucoup leur voiture, qu'il y a beaucoup de voitures par capita, tu sais, si on peut dire. Puis j'ai réussi à le faire là, à l'époque en lançant Mobilux. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, Mobilux, c'est lavage de voiture à domicile. Exact. Fait que les petites vannes blanches, tu t'arrivais chez le monde, à la maison, laver l'auto. Puis, tu sais, ça me permettait en étant mobile, c'est que j'avais de la misère. Au début, tu sais, quand tu pars en entreprise, tu te dis, bon, c'est quoi mes coûts fixes, c'est quoi mes coûts variables? Puis tu te questionnes un peu là-dessus. Puis, j'avais l'impression que je prenais des gros risques de louer un local à Elmer ou à Hull ou à Gatineau, alors que si je veux couvrir toute la ville, qui est comme 18-20 km d'un bout à l'autre de la ville, bien, ça me prend une solution mobile. Puis, ça a bien tombé parce que, tu sais, sur le plan mobile, il n'y a pas grand monde qui faisait ça. Je trouve que ma clientèle cible, c'était des gens qui sont occupés, des gens qui n'ont pas le temps.
On s'est rencontrés dans le temps que tu étais chez Subaru Outaouais. Ouais. Ça m'a donné... Ça m'est arrivé une couple de reprises que soit M. Gunner ou M. Toulouse. Là, vous appelez Serge puis Jerry. Exact. Ouais. Mais quand on était trop dans le jus, là, il t'appelait pour venir puis, faire les livraisons. Ouais. Tu sais, des fois, ça m'arrivait, tant mieux, go, je suis là dans 10 minutes, puis je m'organise avec ça, puis je nettoie les autos, puis ils sont prêts à partir. Ça a été bien. Ce qui a été peut-être ce que j'ai eu de la misère un petit peu, c'est le côté saisonnier de Mobilux. J'avais tout le temps l'impression de repartir à zéro à chaque printemps, puis je trouvais ça tough un peu de on va former des employés, on va espérer qu'ils soient bons, que la qualité soit là, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de problèmes mécaniques, ne serait-ce qu'avec l'équipement. Puis on y va pour le mieux, puis on se souhaite un été qui fait beau, puis que les gens veulent faire laver leur voiture. Puis des fois, je réussis à me booker 3, 4, 5, 6 semaines d'avance. Le whoop, il annonce 2 semaines de pluie, ça me stressait un peu. Ouais. Fait que c'était un peu difficile à gérer à ce niveau-là, mais c'était quand même une belle business. Il y avait quand même du beau potentiel. Puis je suis vraiment content là, que Jacques-Antoine et sa conjointe aient racheté l'entreprise. À chaque fois que je vois les camions quand ils viennent laver mon auto, c'est sûr que j'y croise sur la route, puis j'ai une petite fierté de voir que c'était mon idée initiale, puis j'ai développé quelque chose qui a une belle longévité. Là. Ben non, c'est ça, exact. Puis moi, c'est comme un service que je ne saurais pas que j'ai de besoin, mais une fois que tu l'as, tu es comme Colin, c'est le fun d'avoir ça direct à la maison. Puis c'est vrai, quand tu deviens occupé, là, quand tu es en affaires ou tu as une grosse job. Là, exact. Puis à moins que tu triples laver ton char le dimanche. Là, genre mon père qui prend 3 heures à laver son char le dimanche. Là, mais sinon, c'est une bonne idée que comme Colin, ça sauve bien du temps. Là. Exact. Puis tu sais, combien de monde, c'est de se ramasser pas d'auto aussi. Admettons que j'ai besoin de faire laver mon auto, parfait, ben, je vais partir du point A, je vais me rendre au point B, je vais laisser mon auto là, je me ramasse à pied pendant 2, 3, 4 heures, je demande un lift à quelqu'un, ça devient compliqué pour, au bout de la ligne, un service qui se fait assez facilement à domicile si l'entreprise est équipée. Puis tu sais, c'est le fun. Mon premier setup, il était de base. Ma deuxième vanne, la plus petite, là, Transit Connect, là, pour être précis. C'était très beau esthétiquement aussi. J'ai mis du temps pour le bâtir comme du monde, puis m'assurer que l'équipement qui était dedans était le plus performant possible. Puis à ce moment-là, j'ai réussi à, je pense, faire quelque chose de vraiment bien. Puis j'avais une belle équipe. Puis je n'ai fait des heures, puis j'ai eu du fun à le faire. Puis ça a été vraiment un autre bon contrat, un autre bon contact là, avec l'immobilier, avec l'entrepreneuriat, tu sais, exact. Fait que ça a été des bons contacts aussi. Ouais. C'est ça. Puis là, tu as vendu en 2019. Ouais. Mais dans ce temps-là, tu investissais déjà en immobilier, mais tu faisais. Il n'y a pas un temps que tu as fait les deux, mais ça? Exact. Ouais. Tu as comme overlappé là, la gestion immobilière puis ça. En fait, en 2016 ou 2017, là, ça se peut que je me trompe, mais il y a 2 hivers en fait que j'ai travaillé avec Max pour gestion immobilière Vesta. Fait que je l'ai aidé à louer des logements. Je l'ai aidé dans la gestion quotidienne là, des opérations. Puis pour ce qui est de la gestion immobilière, moi j'avais fait ça aussi à l'époque là, à l'université. Fait que j'avais travaillé pour une compagnie qui avait à peu près 3500 portes là, en gestion à l'époque. Fait que c'est quand même une grosse boîte. Puis, j'avais goûté, c'est sûr que je n'étais pas dans le day-to-day d'opération, dans le côté légal, mais j'avais goûté à comment ça fonctionne, c'est quoi les priorités en tant que gestionnaire, puis qu'est-ce qu'on recherche dans un locataire, qu'est-ce qu'on veut pas comme locataire, comment on fait des enquêtes, des locations, ça peut être ambigu, hein, ça peut être touché, parler de ça exact. Des fois. Mais on va en parler, c'est sûr. Mais là, je veux vraiment, c'est ça, rentrer avec Vesta quand ça a commencé, parce que là, tu es unique propriétaire maintenant. Maintenant, oui. Tu as racheté. Fait conte-nous ça un peu, comment tu es rentré avec Vesta, comment ça s'est passé, puis la reprise, que là, tu es 100%. Oui, mais dans le fond, 100%. J'avais un bon contact avec Max, qui est un chum depuis des années. Puis quand il m'a présenté l'opportunité en 2021. À l'époque, je travaillais chez Toiture Raymond, puis tu sais, je n'étais pas nécessairement le gars le plus stable là, en termes d'emploi, dans le sens que je voulais toucher à tout. J'avais du fun, j'avais vraiment du fun, mais c'était juste de. Être employé, c'était peut-être pas pour moi. Puis il m'a présenté l'idée de racheter une partie de ses parts de l'entreprise pour l'aider dans la gestion quotidienne, puis l'aider à croître aussi cette entreprise-là. Ce que j'ai fait, ce que j'ai accepté, fait qu'on s'est lancé là-dedans. Puis après 1 an, dans le fond, lui, il souhaitait plus se développer en développement immobilier. Fait qu'il m'a proposé de racheter là, les parts restantes de l'entreprise, que j'ai fait aussi. Fait que depuis ce temps-là, je suis le seul propriétaire. Mais on a quand même une bonne équipe, là, puis on roule pas mal. On roule notre boss. Oui, ben c'est ça, parce que tu peux pas faire tout ça tout seul. Le gestionnaire d'immeuble, je veux dire, exact. Il y en a des
des affaires à faire. Puis combien de portes vous avez à gérer en ce moment? Présentement, là, on parle de 650 portes. 650? Oui, 650 appartements. Il y en a, ça va des immeubles de 1900, ça va à du 2022. On a vraiment tous les goûts, tous les prix, tous les... Autant des duplex, triplex que des 8, des 12. Exact. J'ai des unifamiliales, j'ai un 46 logis en gestion. Fait que ça varie vraiment d'une situation à l'autre. Ça ressemble à quoi ton day-to-day? Parce que gestion d'immeuble, pour ceux qui... pour du monde, ça peut être OK, tu règles des problèmes à journée longue, tu reçois des appels pour des toilettes bouchées, tu collectes des loyers, oui, ça fait partie de tes tâches, mais concrètement, à 650 portes, là, ton day-to-day, c'est quoi? Là? Ben, ça varie beaucoup d'une journée à l'autre, ça c'est sûr. J'estime peut-être à 70% bureau, 30% terrain. Dans un monde idéal, j'aimerais ça plus tourner vers le 60-40, dans le sens qu'être plus sur le terrain que je le suis présentement. Mais grosso modo, ça passe de collecter des loyers, faire visiter des logements, faire des enquêtes de prélocation, faire de la comptabilité pour chacun de mes clients, m'assurer que les loyers sont rentrés. S'ils ne sont pas rentrés, ben envoyer des avis de retard, m'assurer que tous les règlements d'immeuble sont respectés aussi. Ensuite de ça, s'il y a des non-paiements, ben, c'est d'ouvrir des dossiers à la régie, de représenter les propriétaires là, à la régie, tout monter les dossiers. Puis ça peut être aussi, ça peut être complètement différent, mais ça peut être de négocier aussi avec des locataires pour des augmentations, pour des travaux, etc. Gérer des travaux de construction ou d'amélioration de logement. Fait que c'est un peu un monde multidisciplinaire, dans le sens que je touche à tout. Puis il y a le côté légal aussi. Il y a beaucoup de situations, des litiges qui doivent être réglés entre locataires, avec des locataires. C'est un peu ça que je touche à tout, en fait. Oui, c'est ça, parce que tu peux pas, tu disais tantôt off-cam, tu peux pas comme gérer ça comme tu veux. Tu as quand même des barèmes à respecter aussi. Exact. Mais tu as un client, un propriétaire qui t'engage aussi pour faire une job, tu sais, que tu as une job à faire. Exact. Fait qu'il y a tout le côté, des fois, il y a de l'éducation que je dois faire tant au niveau des propriétaires qu'au niveau des locataires. C'est pas tout le monde qui connaît les lois et la manière de fonctionner là, en immobilier au Québec. Même les propriétaires. Là. Exact, même des propriétaires. Puis, les lois sont assez claires là, au Québec, malgré tout. On pourra en reparler peut-être plus tard. C'est sûr que c'est un domaine qui est particulier, mais après ça, c'est juste le bail devient le contrat, puis on y va à partir de là. À combien de portes, mettons, tu penses qu'un propriétaire devrait penser à déléguer, à mettre ses immeubles en gestion? Parce que souvent, les propriétaires qui vont avoir 1, 2, 3, 4 immeubles, des duplex, triplex, je peux le gérer moi-même, je vais aller couper le gazon la fin de semaine, je vais m'occuper de faire mes visites, mes locataires. Mais tout dépendamment, c'est quoi? Comme moi, mettons, avec la job que j'ai en immobilier, je passe ma journée sur le téléphone, sur l'ordi, à des textes, des suivis. J'ai comme putain le goût de gérer mes apparts aussi. Ouais. Mais je me dis, quelqu'un qui a une job plus stable, mettons, un 8 à 4, là, qui a ses soirées et ses fins de semaine, c'est quoi le sweet spot, tu trouves, de tes clients qui vont déléguer? C'est très dur à dire. Je te dirais que ça dépend de chaque client. Je gère des maisons unifamiliales. Des fois, les gens sont à l'extérieur du pays. Des fois, les gens sont au Québec, sont à Gatineau, mais ils ne veulent pas s'en occuper. Ça varie vraiment d'un cas. Il n'y a pas de montant X qui est rendu à 10 portes, il faut que je donne ça en gestion absolument. Quelqu'un peut me donner un duplex à gérer parce qu'il ne veut pas s'obstiner avec les locataires, il ne veut pas avoir de problème, il ne veut pas avoir d'appel pour des urgences ou des choses qui ne sont pas urgentes non plus. Ça varie vraiment, vraiment d'un dossier à l'autre. Oui, parce que c'est ça. Moi, en fait, là, on commence à faire affaire ensemble. Là, je viens des déléguer, pas parce que j'en ai une tonne, juste parce qu'à un moment donné, j'étais comme j'ai plus tant le temps puis peut-être l'énergie à m'en occuper. Mais une chose que tu m'as dit aussi que j'avais même pas moi pensé, c'est que, mettons, moi je suis le propriétaire, les locataires, je les connais, c'est moi qui les ai rencontrés, qui a signé le bail, puis veux pas, tu développes un lien, c'est pas des amis, mais tu développes quand même une proximité des fois quand ça fait longtemps qu'ils sont là. Fait que là, quand tu arrives pour négocier des trucs, soit des augmentations, des fois c'est comme peut-être plus facile d'avoir une personne externe, là, c'est là que tu rentres en ligne de compte pour avoir comme, moi je suis là, j'ai une job à faire, puis tu n'as pas le genre de sentiment d'appartenance avec, pas sentiment d'appartenance, mais la relation d'amitié, avec un locataire, ouais. Fait que c'est une affaire, moi j'avais même pas pensé, puis quand tu m'en as parlé, je suis comme, ben oui, c'est vrai là que... Effectivement. C'est pas,
je serais surpris que quelqu'un me donne un contrat parce qu'il veut plus gérer des relations avec des locataires qui sont amis ou peu importe. Je pense que l'idée, c'est juste que malheureusement, moi, avec la quantité de locataires qu'on gère, je peux pas me lier d'amitié, puis c'est pas dans mes intérêts de le faire là, avec les locataires. J'ai un travail à faire, puis c'est d'appliquer ce qui est écrit sur le bail. Ensuite de ça, c'est de le mettre en application. Là. Ne serait-ce que pour les augmentations, il y a... c'est comme nébuleux, ce sujet-là, les augmentations, parce qu'il n'y a comme pas de... Si moi, il me semble que c'est pas clair le pourcentage, mettons, annuel que tu peux augmenter. Ben, c'est que ça varie d'un immeuble à l'autre. C'est ça. C'est comme tout le temps nébuleux un peu. Là, tu dis, mettons, il paye 1000, mais tu regardes le marché rendu à 1100, 1150. Mais là, je ne peux pas l'augmenter de 100 à 150. Et où, comme le juste milieu, tu négocies un peu avec le locataire? Tu dis, ça varie là, vraiment. C'est du cas par cas, je te dirais. Dans bien des cas, c'est sûr que moi, je regarde le marché et je me dis, ouais, ce logement-là vaut plus tel prix que ce qui est présentement. Par contre, si on se fie à ce que le TAL dit, ben, le TAL dit remplissez votre grille de calcul, puis voici l'augmentation que vous pouvez obtenir. Le TAL, c'est la nouvelle régie, là, pour ceux qui ne savent pas, le tribunal administratif du logement. Du logement. Ouais. Dans le fond, à chaque année, ils sortent la grille de calcul selon les coûts de biens de consommation, ne serait-ce que le gaz, le mazout, l'électricité, combien coûte un 2x4, ben, ça va venir influencer le prix d'augmentation d'un loyer. Puis après ça, en tant que propriétaire, il faut se fier à ça pour générer les augmentations de loyer. Rendu là, est-ce que c'est tout le temps ce que le monde font? Est-ce que c'est ça qui doit être fait? Libre décision au propriétaire. Mais généralement, c'est un bon... ça te permet d'avoir une bonne idée de combien vaut ton immeuble et combien vaut ton logement là, au prix du marché. Parce que c'est ça, tu sais, si tu as, mettons, un duplex, que c'est 2 fois 2 chambres, que le marché, c'est, je sais pas, 1200, mettons, ou 1300, peu importe, les comparables locatifs, c'est ça. Mais si tu as un propriétaire qui n'a jamais augmenté ses prix puis que les deux locataires payent 800, mais là, c'est le temps de vendre. Là. Mais là, lui, ses loyers, là, sa valeur d'immeuble n'est pas là, là. Exact. Parce que tu regardes, il va vouloir demander le prix du marché, mais les loyers ne sont pas là pour backer. T'sais. Exact. Fait que c'est important de suivre aussi le marché. Ouais. Puis c'est pas d'être... souvent, les propriétaires, c'est facile hein, pour le monde de lancer des roches. Puis les propriétaires, vous êtes gourmands, vous l'augmentez. Puis, ouais. Mais je pense qu'il y a une réalité aussi que comme propriétaire, là, avec un duplex, il n'est pas riche, là. Exact. Break-even à la fin du mois où il y a un petit peu de cash flow, mais après ça, il faut qu'ils prennent les réparations, puis il faut qu'ils payent ci, puis ça. T'sais. Exact. Puis je pense que cette année, c'est une preuve assez claire là, que le TAL a fait des augmentations qui sont plus intéressantes que les années passées. Est-ce qu'ils sont assez là, rendus là? Ça va être au locataire de décider, puis si c'est trop ou peu importe, mais on voit clairement que l'inflation a eu un impact sur les coûts des loyers. Puis là, le TAL essaie de ramener ça là, un peu à ce que ça vaut réellement. Parce que historiquement, si on se base sur les 10 dernières années, avec les augmentations que le TAL donnait ou permettait, c'est difficile de rentabiliser sur 10 ans une tank à eau chaude là, qui a une durée de vie de 10 ans. Là. Fait que des fois, ça vient un petit peu embêtant pour les propriétaires. Puis ça l'a été pendant des années. Là, c'est sûr que cette année, c'est particulier, c'est plus intéressant pour les propriétaires. Ça risque de créer beaucoup de vagues là, justement au tribunal administratif parce que je pense qu'il y a des locataires qui sont pas d'accord avec les nouvelles hausses, même si c'est les hausses de la grille du TAL. Ouais. Exact. Mais seul le temps le dira. Je ne sais pas si l'année prochaine, ça va être la même chose. Généralement, à la base, je pense en tant que propriétaire immobilier, il faut se questionner et se dire c'est vraiment ça qui. Ça devrait-tu vraiment être le gouvernement du Québec qui décide c'est quoi le prix du marché? Ça, c'est un gros sujet qu'on pourrait embarquer si jamais ça t'intéresse, mais c'est rendu là, c'est ça. Le gouvernement du Québec décide, avec sa grille de calcul, de limiter les augmentations à un montant X pour pas que ça coûte trop cher aux locataires, pour pas que le coût de la vie reste raisonnable. Ouais. Mais malheureusement, ce qu'on voit, puis particulièrement peut-être en Outaouais, c'est qu'on voit qu'il manque de logements. Il va en manquer pour les 10 prochaines années. Ça fait 10 ans qu'on en parle qu'il en manque. Je pense que là, la crise du logement est à un point tel. Là, je pense que cette semaine, on parlait d'1,9% de taux d'inoccupation des immeubles. Là. C'est bas à maudit, là, ouais. Exact. Puis, OK, ouais, si tu veux en parler, on peut en parler justement. Ouais. Fait que toi, tu penses qu'il ne devrait pas avoir de réglementation par rapport à ça, par rapport au prix des loyers, qu'il ne devrait pas caper les augmentations?
Ben, je pense que, tu sais, dans la vie, il y a des mauvais propriétaires, il y a des mauvais locataires. J'ai comme l'impression que rendu là, c'est plus que juste au niveau des loyers. Ouais. C'est vraiment de savoir est-ce qu'on accepte en tant que peuple que le gouvernement du Québec impose des augmentations ou impose des limites d'augmentation. Ou tout irait plus avec l'offre et la demande parce qu'il n'y en avait pas sur les prix des maisons. Là. Exact. Mon opinion capitaliste peut-être un peu, mais effectivement, c'est sûr que rendu là, il y a eu des mauvaises années là, en termes de je parle d'un propriétaire immobilier qui était en 2015-2016, c'était pas intéressant. Là. On voyait Brigil, il publiait des logements, puis il disait 2 mois gratuits, puis les gros développeurs immobiliers, ils donnaient des mois à la signature de baux, pour la simple et bonne raison qu'il y avait de la misère à les louer. Là, on est dans l'inverse, on a le retour du balancier, mais l'État nous dit vous ne devez pas augmenter comme vous voulez. C'est sûr que c'est un gros dilemme, c'est une grosse situation que je pense que les propriétaires ne seront jamais contents, les locataires ne seront jamais contents. Rendu là, c'est de faire la part des choses puis de voir comment on navigue autour de ça. Oui, mais ultimement, le propriétaire, il peut demander l'augmentation qu'il veut, puis c'est au locataire de dire s'il accepte ou pas. Tu sais. Exact. Parce que si toi, tu dis, mettons, on vient à l'exemple, il paye 1000, le marché est 1002, tu lui dis, je t'augmente à 1002, s'il dit oui, puis il signe, il ne peut pas aller... Exact. Il ne peut pas retourner au TAL, mais si tu lui demandes, il pourrait le contester, par exemple. Exact. Mais tu sais, il y a tout le temps... Puis beaucoup des locataires qui refusent les avis d'augmentation, je prends le temps de les appeler puis de voir, d'essayer de communiquer avec eux puis voir c'est quoi leurs besoins. T'sais. Récemment, j'ai parlé à un locataire, il me dit « Je refuse votre augmentation de 30 $. » Je dis « Parfait. Est-ce que je peux savoir pourquoi? C'est quoi qui vous mène à refuser cette augmentation-là? Il me dit, j'ai jamais été augmenté depuis 2012, je comprends pas pourquoi vous augmentez là. Il y a plein de choses à réparer dans mon logement. C'est tiré dans le pied en disant ça, j'ai jamais été augmenté depuis 2012. Rendu là, mais il y a le droit de refuser, c'est légitime, c'est correct. Fait que moi, ma question, c'était plus de savoir, OK, c'est quoi qui doit être réparé dans ton logement? Je suis pas au courant, tu m'as jamais notifié, tu m'as jamais signifié le fait que tu avais des réparations à faire. Moi, ça me dérange pas peut-être d'envoyer quelqu'un faire une réparation, ça coûte 100 $, puis au bout de la ligne, on a l'augmentation de 30 $ par mois. Toi, tu es satisfait, moi, je suis satisfait. Fait que c'est plus l'optique que j'essaie de prendre que de me dire, on va aller se battre devant au TAL, puis on va aller se dire, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec mon augmentation de loyer. Je pense que, tu sais, ça reste une relation d'affaires. T'sais. Un bail, c'est comme acheter quelque chose sur Kijiji. C'est juste qu'au lieu d'acheter quelque chose une fois sur Kijiji, ben, c'est une relation à tous les mois. Faut que tu payes un loyer. À tous les mois, c'est une relation d'affaires avec ton locataire. Fait que c'est pour ça que c'est important. À mon avis, j'essaie de limiter les situations litigieuses. C'est sûr qu'il va en avoir, puis il y a tout le temps un pourcentage de la population qui va vouloir... un pourcentage des locataires qui va vouloir... s'obstiner puis se chicaner. Ça ne sera jamais assez pour eux autres, ça va tout le temps être... Exact. Mais ça, tu l'as des deux bords. Comme tu disais tantôt, tu en as des propriétaires qui sont... Exact. Je vois des situations, des fois, j'ai des chums qui sont locataires qui m'appellent, ils me disent « Mon propriétaire fait ça, mon propriétaire fait ça. » Je dis « Waouh, c'est un peu... ça joue des deux côtés, malheureusement. Puis c'est une guerre qui finira pas. Je pense que c'est difficile pour un locataire de comprendre les réalités d'un propriétaire. Puis je pense que c'est difficile pour un propriétaire de comprendre les réalités d'un locataire aussi. Fait que moi, je suis vraiment entre les deux. Mon but, c'est de satisfaire tout le monde. C'est sûr que les gens qui me payent, c'est les propriétaires. Par contre, je dois offrir un service aux locataires. Fait que je suis tout le temps entre l'arbre et l'écorce un peu pour ça. Mais non, en fait, c'est le locataire par la porte d'en arrière qui te paye ultimement. Là. Exactement. Mais tu sais... Pour obtenir un bon loyer à bon prix, il faut que le loyer soit en bonne condition. Ouais. Si le propriétaire ne désire pas investir de l'argent dans son loyer, bien, c'est difficile à louer. Si c'est difficile à louer, on loue moins cher. C'est une espèce de roue qui tourne. Moi, je suis pas mal plus favorable à l'idée d'investir dans mes logements, puis de les entretenir, puis de les maintenir en bonne condition, puis d'obtenir le plus possible le prix du marché pour mes immeubles, pour mes logements. Puis après ça, les immeubles ont la valeur qui est affichée sur le marché. Mais tu en donnes plus aux locataires aussi, parce que les immeubles sont rénovés, sont au goût du jour. Tu vas avoir des inclusions. Exact. J'essaie beaucoup, comme on joue beaucoup avec les inclusions et les exclusions, parce que dans le sens que, puis je pense qu'on le voit beaucoup dans le neuf, là, on voit maintenant que ça vient avec Wi-Fi, ça vient avec tous les électros, c'est le fun. Ça amène un petit peu plus de gestion, dans le sens qu'il y a des électros qui brisent, il y a de la gestion à ce niveau-là, mais... Pour le locataire, ça peut être une espèce de service clé en main de dire je déménage, j'ai un camion 12 pieds puis c'est réglé, j'ai pas à me battre avec des électros dans les escaliers puis à défoncer des murs parce que ça rentre pas. T'sais. Fait que
des fois, c'est drôle, mais des frigidaires, il y en a 10 largeurs. Ça vient compliqué à gérer que, OK, ben là, j'ai tel électro, je déménage dans tel logement, mais je peux pas rentrer parce que mon frigo ne marche pas ou ne rentre pas dans ce logement-là. Ça peut être des casse-têtes. Oui, tu maganes les murs en montant, en descendant. Puis, non, des fois, tu vois, moi, j'en ai 2, là, les électros sont là, puis tant qu'ils ne cassent pas, c'est moins de trouble. Exact. C'est pas mal plus simple. Il y a des électros qui, oui, malheureusement, c'est sûr qu'il y a des électros qui cassent. La première fois qu'ils vont casser, ils sont finis, puis il faut changer. Mais il y a des électros qui peuvent durer 10 ans, puis même plus, ça se fait encore. Là, fait que c'est pas, ça peut être intéressant, des fois, j'ai tendance à croire que c'est pas un deal breaker. Si j'ai un locataire avec un bon dossier de crédit, des bonnes expériences, qui veut payer son loyer le premier du mois, puis que ça vaut peut-être la peine de l'accepter, même si ça coûte des électros, que de le refuser. Ouais. Je pense que... Tu dis, tu vas faire la job de screener un peu les locataires, tu vas faire les enquêtes de crédit, tout ça, pour t'assurer que le propriétaire, il n'y aura pas de trouble, il va être payé tous les mois. Tu fais-tu la même chose avec tes propriétaires? Mettons, un client t'approche, je dis, gars, moi, j'ai tant de portes, je veux les mettre en gestion. Tu vas-tu refuser des fois des propriétaires? Ben, par expérience, ça m'est déjà arrivé de laisser tomber des contrats de gestion assez rapidement. Je te dirais, souvent, on apprend. Je pense que c'est des apprentissages que j'ai fait dans les dernières années aussi. Il y a certains clients qui sont... je pense que c'est la même chose dans tous les domaines. Il y a des gens que c'est plus difficile à servir ou que leurs exigences sont inatteignables. Fait que tu te dis, ouais, ça vaut vraiment la peine que je travaille dans ce sens-là ou que je mette mon temps ailleurs aussi. Ouais. Je pense que si tu viens me voir comme courtier immobilier, puis tu viens chez nous, puis tu me dis, OK, ta maison, elle vaut 500 000. Moi, je te dis, non, tu l'affiches à 700. Tu vas peut-être me dire, ouais, je vais le prendre, le listing, mais au bout de la ligne, tu vas peut-être être comme moi. Ça se vendra pas anyway. Fait que je peut-être mieux de pas le prendre, le listing, quand même. Non, c'est ça, parce que tu as quand même des coûts aussi reliés à ça. Là. Toi, tu as une business à rouler. Quand tu prends un nouveau client, tu as des coûts au début, j'imagine, pour mettre tout ça en place. Exact. Des fois, ça peut être... les premiers mois d'un contrat de gestion, ça peut être les plus... c'est ceux qui demandent généralement le plus de temps parce que ça prend des nouvelles communications avec des locataires. Les locataires ne sont pas trop sûrs. Ils ont des questions, ils ont des inquiétudes. Il faut traiter ces inquiétudes-là. Au même titre que d'acheter, c'est un peu comme acheter un immeuble qui est déjà loué. Des fois, tu peux avoir... sur papier, c'est bien beau, les gens payent, mais en réalité, c'est peut-être autre chose. Dans le sens qu'il y a peut-être beaucoup d'insatisfaction, il y a peut-être beaucoup de choses à réparer, il y a beaucoup de trucs pour rendre l'immeuble en bonne shape puis être capable de le gérer facilement par la suite. Oui, ça, des fois, c'est pas écrit dans DV. Hein? Tu vas avoir l'historique de l'immeuble, mais peut-être pas l'historique des locataires puis exact. Quel genre de monde. Exact. C'est quoi les appels que tu reçois le plus souvent? Les locataires, mettons, là, sur 650 locataires, là, c'est quoi l'appel que tu reçois le plus souvent? Ben, ça varie On beaucoup. passe toutes les toilettes bouchées un samedi soir. Là. Ça arrive quand même souvent. Pour vrai? Ouais. Puis tu sais, je veux pas, les gens travaillent généralement, fait qu'ils sont pas nécessairement souvent à la maison du lundi au vendredi de 8 à 5. Fait que c'est sûr que des appels de fin de semaine, il y en a plus. J'essaie de gérer tout ce qui est non urgent plus par courriel. Fait que je demande aux locataires de me l'envoyer par courriel. S'ils m'envoient des photos, tant mieux. Je vais pouvoir savoir c'est quoi qu'il y a à réparer. Pour ce qui est des urgences, je te dirais que les clés, c'est un gros problème. Ben des locataires qui perdent des clés puis qui oublient des clés. Puis ça. Puis sinon, ça peut être un peu de tout, là, dans le sens que je vois des chicanes de voisins parce que l'autre est bruyant, puis l'autre fait ci, l'autre fait ça. Fait que ça devient... des fois, la police, des fois. Là, c'est ça, mais c'est pas... Jusqu'à un certain point, c'est pas à moi de faire ça, puis que ce soit moi comme gestionnaire ou moi comme propriétaire, c'est pas à moi de gérer une chicane... c'est sûr que si, oui, il y a une plainte de bruit, j'ai de quoi à faire, puis il faut que je le fasse, mais... admettons qu'il y a une chicane très personnelle entre deux voisins et je ne m'interpellerai pas là-dedans. Là. Malheureusement, c'est un problème personnel au locataire. Malheureusement, il n'y a pas de solution que je ne peux pas faire grand-chose. Puis je n'arriverai pas là un samedi soir en disant je fais la police, puis toi tu t'en vas dans ton coin, toi tu t'en vas dans ton coin. Mais non, ça n'a pas rapport avec l'immeuble. Mais c'est ça le danger des fois quand tu es un propriétaire qui ne donne pas en gestion, justement, c'est que tu vas te sentir impliqué. Ah, ça se passe chez nous, je vais y aller. Là, les voisins ou les locataires, la chicane est pognée, tu te sens comme obligé. Exact. Mais c'est sûr, tu as des obligations. Là, c'est sûr que, je reviens au bruit, tu as des obligations en tant que propriétaire de s'assurer que les règlements d'immeubles sont respectés et tout. Ça, c'est clair. Mais des fois, il y a des situations entre colocataires que les gens essayent de t'impliquer pour que tu prennes une décision pour régler la situation. Mais je peux pas je m'implique pas dans des situations personnelles. Puis rendu là, si ça n'a pas attrait au logement, si ça n'a pas attrait au bail ou à des questions en lien avec
l'unité ou quoi que ce soit, je peux pas faire grand-chose puis je ferai pas de magie à ce niveau-là. Non, c'est ça. C'est quoi tes pires histoires avec des locataires? T'as-tu des exemples des histoires farfelues ou des affaires qui ont comme mal viré, là? Ben, tu sais, des situations, c'est sûr que dans un monde optimal, je préfère négocier puis discuter avec des locataires que ça vire au vinaigre. C'est sûr que si on peut, si on va à la régie, admettons, puis il y a une expulsion, ça peut être assez émotif pour des locataires aussi. Par expérience, récemment, j'ai eu une expulsion. Le huissier me dit OK, on planifie l'expulsion telle date, telle heure, je vais être là, puis on va pouvoir sortir les locataires. C'est parfait. Fait qu'il est allé donner. C'était pourquoi l'expulsion? C'était du non-paiement. Ouais. Okay. C'est ce qui est généralement standard avec ça. Par expérience, j'ai pas eu d'expulsion pour des manquements au niveau comportemental ou quoi que ce soit. C'est tout le temps des non-paiements. Généralement, c'est du non-paiement, oui. C'est quoi tu peux dire la loi claire exacte là, pour les non-paiements? Comment ça fonctionne? Ouais. Après combien de temps que tu peux ouvrir un dossier? Ben, en fait, généralement, puis ça dépend tout le temps des baux, mais 95% des baux, je pense, au Québec, le loyer est dû le premier du mois. Ça, s'il y a une entente autre, ben, c'est sûr que l'entente autre prévaut, mais généralement, le loyer est payé le premier du mois. À partir du 2, automatiquement, s'il y a un solde dû, que ce soit 1 $ ou 1 000 $, ben, tu es officiellement en retard. À partir du 21e jour du mois, le propriétaire est dans ses droits d'ouvrir un dossier à la régie pour demander l'expulsion pour non-paiement, considérant que le locataire est en retard de plus de 3 semaines. Tu peux demander l'expulsion tout de suite après 3 semaines? Oui. Okay. Est-ce que tu vas l'obtenir? C'est une autre chose. Par la suite, tu vas obtenir une date d'audience, tu vas aller à l'audience, tu vas démontrer les faits puis toutes les preuves. Puis après ça, le juge va prendre sa décision puis va dire oui ou non, puis selon la situation. Mais je vous dirais que personnellement, si j'ouvre 10 dossiers dans un mois, il y en a peut-être 4 qui vont se traduire en une audience au tribunal administratif. Puis dans les 4, il y en a 2 qui vont payer avant l'audience, fait que je vais annuler le dossier là, le matin même, admettons. Parce que toi, tu vas représenter les propriétaires. Exact. Okay. Exact. Quand on peut, parce qu'il y a des. C'est ambigu, là, mais je dirais que. En fait, c'est pas ambigu, c'est clair, mais c'est juste que si le bail est au nom de Gestion immobilière Vesta, je peux représenter. Mais si le bail est, par exemple, à ton nom, ben, il y a 2 options. Soit que tu es présent puis je suis témoin, ou tu es représenté par un avocat directement. OK. Fait que mettons, tu dis qu'il y en a 4 qui vont se rendre au tribunal, les 6 autres, ça va s'entendre à l'amiable, ils vont payer, puis le dossier va tomber. Exact. Puis, mettons, parce que, tu sais, je pose des questions, je connais les réponses, évidemment, mais c'est qu'il y a du monde qui nous écoute, que c'est des propriétaires qui ont 1, 2, 3, 4 immeubles à revenus qui gèrent peut-être eux-mêmes. Puis des fois, si tu n'es jamais allé jusque-là avec le TAL, ben, tu ne sais pas nécessairement c'est quoi les procédures. Ouais. Mettons, tu as quelqu'un là, qui te paye 15 jours en retard, mais à tous les mois. Ouais. Là, tu n'atteins pas le 21, fait que tu ne peux pas ouvrir un dossier au TAL pour expulser. Mais tu peux avoir là, ces retards fréquents. Exact. Après combien de mois, tu as un locataire qui ne te paye pas à temps, tu peux aller à régie? Non, dis régie, mais régie TAL. Tu peux y aller à un retard, tu peux ouvrir un dossier pour retard fréquent. Après ça va être au juge de décider s'il accepte ou non ton dossier, puis si ça cause réellement des préjudices sérieux là, à toi en tant que propriétaire. Généralement, j'ai eu des cas où, par exemple, j'ouvrais un dossier pour non-paiement, je me pointe au TAL, finalement, le paiement a été payé, le loyer a été payé. J'avais quand même demandé le retard fréquent. Je plaide le retard fréquent. On me dit, bon, c'est 4 fois sur 12 refusé au sens de la loi. Tel article de loi, il faut que ça soit vraiment récurrent. Rendu là, à combien de retard c'est considéré comme récurrent? Ça, c'est libre à la décision du juge. Comme du cas par cas. Du cas par cas, oui. Puis quand on dit causer un préjudice au propriétaire, faut qu'il soit en mesure de dire, mettons, ben là, le loyer en retard, moi, j'ai eu un retard, mettons, sur mon hypothèque ou sur d'autres paiements. Exact. Parce que s'il n'y a pas de retard sur son hypothèque parce qu'il y a le cash flow nécessaire pour couvrir la perte. Bien, encore là, ça va être de prouver. Généralement, un immeuble a des dépenses dans le sens qu'il y a du déneigement, il y a du gazon, il y a de l'entretien, il y a des réparations qui doivent être faites. Rendu là, si le propriétaire n'a plus d'hypothèque, tant mieux. Mais s'il est capable de prouver moindrement au juge qu'effectivement la situation lui cause un tort, ben, parce que au sens de la loi, le contrat qui est signé, ça dit généralement que c'est le premier du mois. Fait que, c'est pas légitime de payer le 15, puis ça devrait pas l'être. Ouais. Rendu là, c'est au juge vraiment à décider.
Fait que la loi est assez claire dans ce que tu peux pas faire, sauf que ça reste tout le temps entre les mains du juge plus tard dans le processus. Là, puis il y en a des locataires, des propriétaires aussi, mais malheureusement qui connaissent peut-être trop les lois puis qui vont étirer la sauce bien longtemps. Là. Exact. Mais je pense que c'est important en tant que propriétaire de le faire, d'ouvrir le dossier à la régie si jamais ça cause des frustrations, pour la simple et bonne raison que en ouvrant un dossier à la régie, les noms apparaissent comme quoi il y a un dossier qui a été ouvert à tel nom. Ça paraît pas nécessairement très bien pour un locataire potentiel qui essaie d'appliquer sur un logement s'il y a 6 dossiers régis dans les 8 dernières années. Puis il va peut-être te prendre plus au sérieux quand tu vas écrire le 2 ou le 3 du mois pour dire regarde, là, ton loyer est dû, tu peux-tu me payer? Ça va peut-être te prendre. Exact. C'est quoi le pourcentage, mettons, de gens qui ne payent pas, mettons, sur les immeubles que tu gères, qui ne payent pas le premier du mois, qui ont des retards? Je te dirais, le premier, les premiers 2-3, admettons que le premier, c'est une fin de semaine. Mettons 1, 2, 3, ça peut passer. C'est ça, exact. Mais tu sais, j'aurais tendance à te dire peut-être un 4%. C'est pas énorme, là, c'est pas vraiment énorme. Okay. Nous, on est assez rodés dans le sens que on envoie des avis de retard automatiquement, on saute sur le téléphone, puis on appelle des locataires là, qui ont des soldes dus. Fait que je te dirais que souvent, ça arrive des gens là, que c'est une question de. Ils ont fait des erreurs. Des fois, c'est des comptes gelés, puis ça se peut que ça soit ça. Des fois, je me fais dire ça, puis je me dis, bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, mais ça peut arriver. Puis l'objectif pour moi, en tant que gestionnaire, c'est d'aller récupérer ces loyers-là le plus rapidement possible. 4%, OK, je m'attendais à plus que ça. C'est bien quand même, mais tu sais, tout ça part du. Est-ce qu'on a fait des enquêtes de prélocation qui avaient du bon sens? Est-ce qu'on a vérifié les antécédents en tant que locataire? Est-ce qu'ils ont des bonnes références? T'sais? Si c'est des mauvaises références, un mauvais crédit, probablement que tu signes un bail quand même, probablement que les statistiques seraient pas mal plus hautes que ça. Je pense qu'en tant que propriétaire, une des seules protections qu'on a, c'est le dossier de crédit, au moins de le vérifier. Ça permet d'avoir une bonne idée de quel genre de payeur que c'est. Ça, c'est primordial. Là, que tu donnes tes immeubles à la gestion, tu t'en occupes toi-même. Là. Écoute, une cinquantaine de piastres, il y a des compagnies qui font les enquêtes de crédit, les antécédents, antécédents criminels aussi. Savoir quel genre de personne que tu as. Y en a-tu qui réussissent à vous en passer des vides des fois? Parce que hier, je fais une évaluation dans un duplex dans le Viol avec Ben, puis elle me parlait de son ancien locataire, puis elle est comme, pourtant, on avait tout checké, tout avait l'air bien en ordre, c'est elle qui l'avait fait l'enquête elle-même. Mais elle dit, oh mon Dieu, en tout cas, elle nous a conté, c'était une histoire d'or, le gars, c'était un vrai bandit. Puis, tu sais, des fois, on signe un bail avec une dame, puis on ne sait pas finalement que le chum qui vit là a des problèmes mentaux ou quoi que ce soit. Ça peut être vague. Là, ça peut être. C'est sûr que nous, on signe un bail avec une personne. Rendu là, cette personne-là est responsable du logement, de son état, de l'entretien, puis de l'entretien de son appartement, puis du paiement du loyer. Mais rendu là, est-ce qu'elle ne vit pas avec quelqu'un qui elle a une mauvaise fréquentation ou elle a une. Ça peut être. Puis c'est pour ça, moi, personnellement, j'essaie de rentrer le moins possible dans des situations de même. Moi, l'entente que j'ai, c'est avec telle personne, mais c'est avec telle personne que je veux parler. Puis s'il y a litige ou s'il y a quoi que ce soit qui me dérange en tant que propriétaire, le dossier à la régie va être ouvert contre cette personne-là. Oui, c'est ça. Tu ne voudrais pas avoir d'entente en dessert. Là, j'ai sous-loué à lui parce que là, moi, je suis parti. Encore là, si quelqu'un sous-loue, mon bail est avec la personne X, puis qui a sous-loué à la personne Y, moi, la personne qui paye le loyer, c'est la personne X. Même si la personne Y ne paye pas le loyer ou peu importe, la personne qui a décidé de faire la sous-location demeure responsable. Oui, ça, j'ouvrais peut-être une petite parenthèse. Là. Il y a une différence entre la sous-location et la cessation de bail. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont dire je vais sous-louer mon appart, mais si tu sous-loues, c'est encore la personne qui a sous-loué qui est responsable du bail. Tandis que si on s'entend avec le propriétaire puis on fait une cession de bail, puis là, avec la nouvelle personne qu'on a trouvée, mettons, pour nous remplacer, mettons qu'il faut qu'on quitte avant la fin, mais là, dans la cession, ça va être le nouveau bailleur, le nouveau locataire qui va être responsable. Exact. Avec ça, faire attention aussi, là, parce que tu penses, toi, je suis déménagé, j'habite plus là, j'ai sous-loué. Ouais, mais c'est encore toi, au sens de la loi, qui est responsable s'il y a des dégâts ou des non-paiements ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Puis nous, on est très clair avec les locataires quand ils nous parlent de faire ça. On leur explique les risques potentiels. Puis ça arrive, puis même ça arrive à des membres de la famille, dans le sens qu'un frère loue une sœur, puis
la sœur décide de tout détruire dans l'appartement, malheureusement, le frère, il est encore responsable. Fait que, tu sais, j'essaie d'orienter les gens vers une session de bail dans le cas où ils doivent mettre fin à un bail précipité, tu sais, avant la fin du bail, mais c'est ça, je pense que la session de bail, c'est de garder le risque sur soi, mais d'avoir quelqu'un d'autre qui va peut-être créer des... La sous-location, tu veux dire. La sous-location, pardon, oui, effectivement. Ouais, non, c'est ça. Petite parenthèse, là, c'est autant pour les locataires que les propriétaires, là, que ça soit clair, il y a une différence entre les deux. Là. Ouais. Puis, c'est ça, là, tu partais sur tes pires histoires, puis là, je t'ai comme coupé. J'avais les boys de Lago Construction l'autre fois sur le podcast, puis là, Joe, il me parlait il y avait comme un immeuble qui était en rénovation, en tout cas, puis il y avait une des portes était condamnée parce qu'il était comme en train de refaire... Il n'était pas rendu à faire l'intérieur, mais il l'avait comme fermé parce que c'était pas loué. Ouais. Puis il y a une itinérante qui a défoncé la porte, qui était condamnée, qui est allée comme s'installer, se faire un lit là. Ouais. Puis là, sont allés la trouver avec la police, elle a fait la crise. Le ketchup, la moutarde, ses murs d'un couloir, puis il y a de la grosse crise. Elle ne voulait pas partir de là. T'sais. Des histoires de même, malheureusement, que tu vois. Puis, tu sais, tu as le côté comme business, mais tu as le côté genre humain de comme... Crime, là, c'est une itinérante, on est en plein hiver, il faut que je la sorte avec la police. Tu sais, où il y a sûrement de la maladie mentale, de la consommation. T'es comme. Es-tu capable de faire la différence entre de mettre un peu les émotions de côté puis pas d'amener ça à la maison après puis faire comme hey, c'est faux aujourd'hui, il a fallu que je fasse comme telle affaire, j'ai vu ça, tu sais. Ouais. Ben c'est sûr que ça fait partie un peu des défis du travail parce que c'est sûr que des situations là, des conflits, il y en a, puis ça fait malheureusement partie de la job. Rendu là, j'essaie de me détacher le plus possible émotivement de ces situations-là. Je pense que ce qui fait le plus mal, souvent, ce qui est le plus difficile à gérer, c'est des cas de quand il y a de la santé mentale, puis des situations de crise que tu te dis, ouf, je suis pas... moi, je suis aucunement un technicien, un spécialiste en crise, je suis aucunement psychologue, quoi que ce soit. Fait que, je me dis, dans ce cas-là, j'essaie de référer à l'aide qu'ils ont besoin le plus possible, mais rendu là, c'est pas... malheureusement, c'est pas mon mandat du tout. Ben non. Exact. Mais tu sais, pour en revenir à la situation que Lago ils ont eu, puis justement, c'est drôle, Julien, je l'ai croisé à Régie il n'y a pas si longtemps que ça. On se connaît pas, mais ça a donné que je voyais ses camions, puis je voyais ses trucs un peu qu'il fait. Puis c'est drôle, mais à Régie, on est souvent 7-8 gestionnaires un à côté de l'autre, puis on se dit, on se connaît, hein, on voit souvent les mêmes visages, puis c'est quand même un petit monde, je pense, malgré les quantités, la grosseur du parc immobilier de l'Outaouais. Ça reste qu'il n'y a pas des milliers et des milliers de propriétaires investisseurs immobiliers. Oui, mais tu as des grosses compagnies aussi qui ont des gros. Exact. Je serais vraiment, vraiment curieux de voir des statistiques à savoir c'est quoi le pourcentage du parc immobilier de l'Outaouais qui est appartenu par disons, une poignée d'entrepreneurs qui ont développé et qui ont bâti. Puis parce qu'il y a beaucoup de plus en plus, je pense qu'on le voit dans la construction, les développeurs gardent leurs immeubles. J'ai hâte de voir dans 5-10 ans la place, puis on en voit des fois des petits articles dans le journal que la place des petits propriétaires est un peu en péril. Mais je pense que le marché il se tient bien malgré tout. Puis c'est sûr qu'on a un parc qui vieillissant en Outaouais, les duplex et triplex, il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Tant mieux s'il y a du nouveau, tant mieux s'il y a de la construction, parce que ça va faire du bien. Là, ça va donner des options aux locataires de dire bon, je veux-tu vivre dans un immeuble qui date de 1900 ou je préfère vivre dans le plus récent. Puis c'est sûr que ça a tendance à peut-être monter un peu le prix moyen du loyer là, par appartement, mais ça devient intéressant d'avoir du neuf qui se crée. Là. D'avoir le neuf, tu veux dire, ça va venir monter les prix? Ça va monter les prix moyens pour des logements. Rendu là, est-ce que tu es supposé en tant que propriétaire basé là-dessus? C'est relatif, mais c'est un bel indicateur de savoir qu'une chambre en Outaouais, ça se vend à Gatineau, par exemple, ça se loue à 1 000 $ ou 1100 $ par mois. Ça donne des bonnes idées. T'as-tu, les taux d'intérêt, la hausse des taux, on entend juste parler de ça depuis une couple de mois. Là. Ceux qui ont des taux variables à paiement fixe, c'est pas si pire parce que le paiement, techniquement, il ne bouge pas, à moins que c'est sûr, la banque t'appelle et dit tu veux-tu monter tes paiements parce que tu payes juste l'intérêt. Mais ceux qui sont propriétaires d'immeubles qui ont des taux variables avec paiement variable, là, les paiements peuvent augmenter de mois en mois.
c'est sûr qu'il y en a qui capotent. Il y en a-tu qui t'appellent un peu en panique, là, comme là, faut que tu trouves une solution, augmente mes loyers ou tu sais qui. Non, parce que j'ai réussi, tu sais, je pense que j'ai réussi avec le temps de bâtir, tu sais, puis avec Max aussi qui a commencé en 2016, on a réussi à bâtir une relation de confiance avec nos clients. Rendu là, tu sais, je voyais plus l'impact quand les taux étaient bas puis les valeurs des immeubles augmentaient, dans le sens que j'avais plusieurs clients qui souhaitaient vendre leurs immeubles. Maintenant, je vous dirais, j'ai des immeubles j'ai des propriétaires qui ont des immeubles depuis 40 ans puis qui vont toujours en avoir, puis il y en a qui en rachètent, puis il y en a qui en vendent, puis il y a tout le temps de la rotation. Rendu là, c'est propre à chaque personne. Personnellement, je suis quelqu'un de vendu taux variable. Considérant que dans l'histoire, il n'y a pas eu un moment, je pense que tu signais une hypothèque sur 30 ans puis que tu payais plus cher d'intérêt en étant variable qu'en étant fixe. Mais. Puis ce qu'on a vécu là, ça a augmenté de quoi 4% en un an? Le taux directeur, 4%? Exact. Je veux pas dire que c'est jamais arrivé, là, parce que ça se peut que statistiquement, on se fasse savoir puis on en paye plus à ce moment-là, mais. Je pense que présentement, c'est une belle tempête. Reste à voir. Ceux qui ont de la liquidité, tant mieux. Je pense que c'est le temps d'être patient et de pouvoir sauter ces belles occasions. Puis sinon, ceux qui sont variables et qui sont stressés, je dirais vendez, mais est-ce que vous allez recevoir? Est-ce que vous allez sortir? L'équipe Castleman, mettez vos immeubles. Oui, exact. Mais moi aussi, je suis très, comme toi, acheter puis garder. Puis c'est ça, on avait la discussion justement off-cam quand tu es arrivé avec les boys. Certains immeubles, on vend dessus, on les garde. Exact. Moi, je dis, si est rentable puis tu n'as pas de besoin. Parce que des fois, c'est ça, le monde, on avait des appels, je vais profiter du marché, je vais faire 200 000 sur mon immeuble de profit. OK, parfait, bravo, gros gain, mais tu fais quoi avec l'argent? Exact. Tu vas-tu aller racheter quelque chose d'autre? Ou tu vas faire quoi exactement avec l'argent? Tu vas le laisser dans ton compte? Tu vas le mettre dans à la bourse? C'est quoi le projet exact? Fait que ça peut être du cas par cas, mais personnellement, je suis beaucoup plus garder ça à long terme. Ça devient ton fonds de pension. Tu as un cash flow à donner, c'est payé. Puis tu n'as pas besoin d'avoir 100 portes là, pour... à ta retraite, une fois que c'est payé, avoir un bon revenu. Là. Ben non, exactement. Puis, tu sais, moi, je me dis, personnellement, pour mes immeubles à moi, mon thinking, ça a tout le temps été d'acheter, d'essayer d'optimiser le plus possible. Y a-tu des locataires qui veulent des améliorations dans leur logement? Y a-tu des travaux que je peux faire qui feront en sorte que le locataire accepterait d'augmenter son loyer ou des choses comme ça? Puis à ce moment-là, si ça se fait, tant mieux. Puis si on est capable de sortir un refinancement par la suite pour sortir la mise de fonds payée initialement, tant mieux. Sortir mes billes, puis après ça, regarder. D'investisseurs. Exact. Justement, une question que j'avais, c'est quoi des petits trucs pour réussir à augmenter tes loyers? On a parlé de certaines inclusions. C'est quoi, vous autres, que vous allez offrir de plus, mettons, aux locataires pour réussir à faire les augmentations? Bien, il y a plusieurs trucs, mais récemment, on a fait, ça nous est arrivé d'en faire un pour inclure le Wi-Fi. Fait que, ça a coûté quelques milliers de dollars pour offrir le Wi-Fi à tous les locataires de l'immeuble, qui dans ce cas-là, c'était un immeuble de 16 logis. Puis, tu sais, les locataires étaient bien contents parce qu'au lieu de payer un forfait de Bell à 100$ par mois, ils se ramassaient avec notre fournisseur d'Internet à 50$ par mois. Fait que, ça devenait intéressant pour eux, ça devient intéressant pour nous parce que c'est un plus-value. Pour le locataire, c'est plus simple. On n'a pas des compagnies comme Bell et de télécom qui viennent percer des trous dans les murs partout à chaque fois qu'il y a un locataire qui déménage. Ça vient intéressant pour ça. Puis, ça vient c'est rendu, il est dans tous les immeubles neufs et tout ce qui est récent. Puis c'est rendu une simplicité de l'installer une fois que l'immeuble est en construction. Pour des immeubles plus vieux, ça se fait malgré tout. C'est sûr que généralement les coûts sont un petit peu plus élevés, mais c'est une belle dépense qui peut être amortie facilement avec des augmentations de loyer. Ben oui, puis c'est plus pratique pour le locataire aussi, parce que des fois, augmentation, les propriétaires sont gourmands, mais si tu dis, regarde, ton Vidéotron te coûte 100$ par mois, je vais t'augmenter de 50$, mais je vais te le fournir illimité. Comme c'est avantageux pour le propriétaire. Exact. Puis pour le locataire aussi. Fait que oui, il se fait augmenter, mais il y a une plus-value. Fait que je pense que c'est toujours aussi d'avoir cette idée-là. Qu'est-ce que je peux, oui, apporter à mon client propriétaire, mais qu'est-ce que je peux donner au locataire aussi pour... Exact. Puis ça peut être... des fois, je pense que les gens ils essaient d'être créatifs au niveau du financement, mais il y a d'autres moyens d'être créatifs. Puis la gestion peut être un bon point
de créativité qui te permet de rentabiliser ton investissement. Tu sais, si tu peux offrir... tu peux offrir des stationnements supplémentaires, tu peux offrir des électroménagers, c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus. Tu peux louer des parkings, tu peux louer des localisé là, dans le centre-ville, louer ton parking. J'avais un de mes amis, lui, il y avait un sous-sol qui n'était pas utilisé, je pense que c'était un 4 ou un 5 logis. Il a fait des lockers. Ouais. Il louait ça couple de 100$ par mois. Colin, son immeuble, lui a fait un méchant coup de circuit. Là. Avec, je pense que comme 1 an et demi, il a fait 400 000. C'est bon. C'est excellent. Là, il ne voulait pas le reflipper, mais là, il a vu la valeur. Il disait, oublie ça. Ouais. Mais tout ça pour dire, c'est ça, en optimisant les loyers. Tu sais, puis il y a des locataires qui sont prêts à accepter des bonnes augmentations. Si tu changes un comptoir de cuisine, tu refais la douche qui est tout jaune et qui n'est pas intéressante visuellement. Puis, tu sais, il y a plusieurs façons de voir... il y a plusieurs façons d'attaquer un problème d'optimisation puis de se dire, go, voici ma solution, puis... voici le coût que ça coûte, voici le revenu. J'ai un client qui récemment, il y avait assez de place dans un logement qui rénovait pour rajouter une chambre. Fait qu'au lieu d'être un 2 chambres, c'est devenu un 3 chambres. Ben, ça devient intéressant. Puis ça clashait pas dans le sens que c'était pas. Ça enlevait pas à moitié du salon. Là. Il y avait de la place en masse. Il a juste rajouté une chambre simplement. Puis finalement, une famille est intéressée. Des 3 chambres en Outaouais, il n'y en a pas beaucoup. C'est difficile à trouver. Fait que l'intérêt, il est là. Fait qu'on a réussi à le louer là, au prix du marché. 400, 500$ de plus par mois. Exact. Puis, ça peut être des stationnements, des rangements, des garages, ça peut être limite. Il y a plein de solutions, il y a plein d'options pour optimiser. Généralement, moi, je commence quand on a l'objectif de... On a un loyer qui est bas, ben, c'est de communiquer avec le locataire et de voir c'est quoi ses attentes. T'sais. Peut-être que lui, il est tanné de son plancher qui est vieillissant, puis il est tanné de sa peinture, puis il veut absolument se faire donner un 5 gallons. Mais un 5 gallons de peinture, là, c'est 120$. Ça vaut peut-être la peine d'y donner. Ouais. Puis ça peut être vraiment de tout. Là, je pense que les gens... Il faut être créatif. Ouais. Puis il y en a qui sont créatifs dans le financement, puis c'est une chose, puis il faut être créatif une fois qu'on a l'immeuble, si on veut le rentabiliser, puis optimiser son investissement. Là. Il y a tellement... Tu sais, pour investir en immobilier, il y a tellement de choses à penser. Tu sais, puis là, c'est comme... Je veux pas dire à la mode, là, mais c'est comme sexy. Là, tu sais, on va acheter des portes. Là, tu sais, là. Puis des fois, tu sais, c'est une fois que tu es propriétaire, là, tu te rends compte comme, OK, c'est peut-être pas, c'est bien beau ce que j'ai lu dans les livres, parce que la formation que tu as suivie, mais là, quand ça devient vrai, tu fais face à des vraies situations. Exact. Tu penses qu'il y a des gens qui sont pas faits pour investir en immobilier? Tu penses qu'il y a des gens qui devraient s'abstenir? Puis... Il y a tellement de différents niveaux d'implication en immobilier que quelqu'un peut investir dans un parc immobilier sans même le voir. Tu sais, il y a des... je m'explique dans le sens que d'un extrême, il y a peut-être quelqu'un qui a un duplex puis qui fait tout, puis il change une toilette un samedi, puis ça, c'est un extrême. Mais l'autre bord, il y a quelqu'un qui investit dans un REIT qui appelle, fait que Real Estate Investment Trust, je pense, qui est coté à la bourse, qui est une entreprise comme Centurion, Manulife sont rendus qui achètent de l'immobilier. Ben, à la limite, tu peux investir à la bourse pour acheter de l'immobilier. Ou même, il y a, je disais ça l'autre jour, c'est Buy Properly, qui est une compagnie qui offre OK, ben on a tel projet à Windsor, en Ontario, d'acheter une usine puis de faire du multilogement avec. Mais on veut, pour ce projet-là, ben on a besoin de 1,5 million en argent qui est fundé un peu. Fait que moi, en 10 minutes, là, je suis capable de rentrer sur le site et de dire, go, je donne 2500$ pour ce projet-là, puis je veux des parts dans ce projet-là. Fait que ça devient intéressant de s'y rendu. Je pense que la bourse était difficile d'accès il y a 10 ans, mais je pense que l'immobilier était peut-être plus difficile d'accès il y a 10 ans. Maintenant, il y a des options pour tout le monde. Puis tu sais, quelqu'un qui veut gérer un duplex puis avoir des appels puis gérer chacun des appels puis chacun des problèmes avec son duplex, c'est une chose. Mais quelqu'un qui veut acheter un 20 logis puis pas avoir à le gérer puis donner ça en gestion, ben ça peut être plus intéressant. Ça peut être plus passif que ce qu'on pense l'immobilier aussi. C'est sûr que là, à porter comme ça, tu as raison, parce qu'après ça, d'investir dans un REIT ou dans Apple, peu importe, la bourse, ça vient au même. Mais j'aurais peut-être dû dire être géré, mettons, être propriétaire, puis gérer. C'est peut-être pas pour tout le monde. Puis, tu sais, à la limite, moi, je me dis, tu sais, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas le temps pour ça, ils n'ont pas d'intérêt pour ça. Puis, on le voit même, tu sais, des immeubles qu'il n'y a pas eu d'augmentation depuis 5 ans. Puis, tu te demandes pourquoi. Puis, le gars, il dit, moi, je voulais les augmenter, mais
j'étais jamais dans le bon time frame pour les augmenter ou j'oubliais. Puis je laissais ça aller. Ça arrive. Là, puis il y en a. Puis je pense que il y a la nouvelle génération qui veut acheter des immeubles, réalise souvent qu'il y a une autre génération qu'avant, c'était le locataire il est bon, je n'augmente pas les loyers. Ouais. Fait que ça peut être un peu tricky à ce niveau-là, mais il y a plusieurs. Je pense que l'immobilier, c'est pour tout le monde. Puis quelqu'un qui. Ça prend pas 1 million pour acheter un immeuble nécessairement. Il y a des façons de le faire. Faut juste s'éduquer comment le faire, puis après ça, dénicher des bonnes opportunités. Puis j'ai comme l'impression que maintenant, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, puis tout, c'est pas tout mauvais non plus. Il y en a qui, oui, ils expliquent des façons de faire, que oui, avec tel immeuble, ils ont fait tant d'argent, puis oui, c'est juste que... Ouais, ça, il faut faire attention aussi, là. Ouais, là, je pèse mes mots un petit peu. Non, là. mais je comprends, tu sais, des fois, t'en as là, sur Instagram, TikTok, là, comment j'ai fait 100 000 en 6 mois avec tel immeuble. Exact. Il faut faire attention aussi, là. Exact. Parce 6 mois, ça peut être sur papier, mais réellement que... Exact. Puis, tu sais, il y a des conditions économiques qui sont intéressantes. Puis, je pense que dans les 2 dernières années, ça a été exceptionnel pour n'importe qui avait de l'immobilier. Tu sais, je pense que n'importe qui aurait pu faire du profit, mais il faut faire attention parce que tu peux carrément te casser la gueule assez vite. Là. Tu sais, tu peux acheter un duplex puis réaliser que le premier mois, tu n'as pas de loyer parce que tes locataires ne payent pas. Puis finalement, il faut que tu ouvres un dossier à régie. Ça peut être une source de stress exceptionnelle. Puis c'est pour ça que c'est pas, jusqu'à un certain point, c'est pas si accessible que ça. Par contre, c'est de faire le bon choix puis d'analyser quel genre de personne on est, quel genre de travail on veut. T'sais. Acheter un chalet locatif à 1 heure de route d'ici, c'est intéressant. Sauf que, est-ce que tu es prête à peut-être passer tes samedis et tes dimanches à faire des up and down pour aller réparer quelque chose parce que ton chalet locatif loué sur Airbnb, ben, le barbecue, il part pas, ou le locataire qui était là pour à court terme, il était prêt à partir, ce barbecue-là. Ouais. C'est tout dépendant. Là, tu le donnes en gestion. Oui, mais encore là, combien tu vas payer un gestionnaire pour faire ça? Puis est-ce que le coût de payer ce gestionnaire-là est justifié? Ça va être tout des calculs que le propriétaire va pouvoir faire, mais c'est toutes des choses à vérifier avant même de faire un achat. Ouais. Mais je pense que, pour ma part, mon premier immeuble que j'ai acheté, c'était un duplex à Elmer. Je l'ai visité, je savais c'était quoi les revenus, je me suis dit, OK, ça a du bon sens, je couvre mon hypothèque. Je vais peut-être perdre 200-300$ par année avec l'immeuble. Je l'ai acheté. Mais après ça, c'est que j'ai réalisé, finalement, mon locataire, il est parti. Il a laissé ça un peu bordélique. Ça m'a coûté une couple de 100$, une couple de 1000$ pour le remettre en ordre. Après ça, j'ai réussi à le louer à du bon monde, tant mieux. Mais des problèmes peuvent réarriver aussi. Puis ça peut arriver. Fait que des gens qui veulent acheter de l'immobilier en disant c'est passif, je mettrais peut-être un petit bémol là-dessus. Oui, non, ça c'est sûr. Justement, quelqu'un qui veut commencer en investissement immobilier, t'aurais-tu un conseil, des choses à regarder? Tu as mentionné, puis j'ai trouvé ça intéressant, savoir quel genre d'investisseur on est. Tu sais, quand tu rencontres un conseiller financier pour investir à la bourse, il va te poser des questions, il va te classer, c'est quoi ton profil d'investisseur. Mais en immobilier, c'est la même chose, tu sais. Exactement. Parce que il y a des paquets de façons de faire de l'argent. Tu peux faire des flips. Tu peux acheter du multilogement, le garder. Tu peux acheter du multilogement neuf. Tu peux acheter du multilogement magané puis l'optimiser. Tu peux acheter des terrains. Tu peux acheter des terrains bâtir. Il y a un paquet d'affaires que tu peux faire. Mais ça serait quoi tes premiers conseils pour quelqu'un qui voudrait commencer? J'aurais le goût de dire s'éduquer. Puis, je dis pas s'éduquer, go, on signe on s'inscrit à la formation à 10 000 $. Je pense que c'est rendu facile avec Internet de s'éduquer gratuitement ou à très bon prix. Ouais. Il y a des livres, des livres un peu A à Z de l'immobilier, puis ça donne vraiment un bon portrait. Après ça, ce que tu vois dans les livres dans la formation, c'est de dire est-ce que tu es capable de l'appliquer, puis comment est-ce que tu es capable de faire en sorte que cet immeuble potentiel-là est intéressant ou n'est pas intéressant. Oui, ça c'est vrai. Moi, une affaire que j'avais faite au début, c'est sûr, j'avais lu des livres aussi, puis je m'étais éduqué, mais des fois, juste de... Là, je veux pas que tu reçoives 10 appels, hey, je peux-tu te payer un café, là? Mais des fois, de juste aller rencontrer du monde qu'on connaît, qui sont propriétaires de quelques immeubles ou peu importe, puis juste d'aller voir, c'est quoi ton expérience, tu aurais-tu 2-3 petits trucs, voici. Parce que ça reste que c'est du cas par cas aussi. C'est pas tout le monde qui a les mêmes finances, le même temps, mettons, à investir dans un projet immobilier, les mêmes buts et tout ça. Les mêmes capacités de gérer le risque aussi, tu sais. Ouais. On voit des gens qui se bâtissent des parcs immobiliers de 100 portes en quelques mois. C'est bon, mais généralement, c'est des gens qui ont pris beaucoup, beaucoup de risques.
Fait que est-ce que tu es capable, en tant qu'investisseur, de prendre autant de risques que ça? Est-ce que tu vas concentrer 100% de ton temps là-dessus? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Je pense que, juste, ne serait-ce que dans les livres, il y en a des très bons qui expliquent vraiment la base. Puis après ça, si au moins tu as déjà la base, ben après ça, tu apprends un peu sur le terrain. Puis la journée que tu as un dossier de non-paiement, ben tu vas comprendre, OK, c'est ça la régie du logement, c'est comme ça que ça se monte un dossier, c'est comme ça qu'on prépare ça. Puis c'est un bel apprentissage. Puis après ça, c'est de parler, justement, de communiquer avec des gens qui l'ont. Puis moi, quand j'ai acheté mon premier immeuble, je me souviens, mon courtier immobilier à l'époque n'avait pas d'immobilier. Il avait une bonne connaissance malgré tout pour m'aider. Mais je pense qu'un courtier qui a de l'immobilier puis qui sait c'est quoi la valeur de dire go, je fais un refinancement, puis pourquoi on refinance, puis pourquoi on optimise, puis qu'est-ce qu'on veut aller regarder. Qu'est-ce qu'on regarde dans un immeuble quand on le visite, ben, c'est de savoir, ça amène une valeur assez intéressante. Là. Un courtier qui s'y connaît puis qui a de l'immobilier, j'ai l'impression qu'il va amener une valeur ajoutée peut-être qu'un courtier qui n'a pas d'immobilier. Ah, ben ça, définitivement. Je pense que l'expérimenter, puis c'est un peu comme ça partir en business, c'est un peu comme plein de choses. Quand j'ai parti Mobilux, est-ce que j'étais prêt? Honnêtement, non. Tu pars, puis tu le sais pas, puis tu apprends, puis tu t'organises au fur et à mesure. Je pense qu'acheter l'immobilier, c'est un peu comme partir en business. C'est un peu de se dire, OK, j'achète cet immeuble-là pour telle raison. Je crois qu'il est bon pour telle raison. J'ai fait inspecter l'immeuble, puis il n'y a pas de problème majeur. Bon, déjà là, on n'est pas si pire. Après ça, c'est de voir c'est quoi la valeur de chacun des logements qu'il y a là-dedans, puis comment on est capable de l'amener là. Ouais, même si sur papier, tu vois que tu dis Colin s'est vendu 23 fois les revenus. Ouais, mais ça, c'est sur papier. Attends, là, c'est pas les vrais revenus. Tu sais, des fois, je sais parce que le premier que j'ai acheté, je pense que ça devait être ça, là, c'était avant la pandémie, puis c'était comme 20 fois les revenus. Ça n'avait pas rapport, mais j'ai OK, ce que je vois sur papier, puis la réalité, c'est pas ça. Puis là, finalement, je suis arrivé là-bas à ma visite, je dis Colin, il y a un logement qui est vacant. Il y avait marqué potentiel de, mettons, je sais pas, 700, mais le potentiel était comme 1200. Genre, OK. Puis là, l'autre qui payait comme 600, ben dis-moi, moi, je veux m'en aller bientôt. Je dis Colin, OK, les revenus viennent de doubler. Là, j'ai pas eu à sortir personne ou comme, tu sais. Mais ce que je voyais sur la fiche MLS, mettons, fait que, des fois, d'aller un petit peu plus loin que ça. Puis, c'est pas... À la limite, moi, j'ai de la misère avec peut-être les commentaires. Des fois, les gens disent j'achète des chiffres. C'est au-delà de ça, l'immobilier. Ouais. Au-delà des chiffres, c'est les chiffres actuels que tu achètes. Tu comprends, ton prix est basé sur ça. Rendu là, après ça, c'est quoi les chiffres potentiels? C'est quoi que tu es capable d'aller chercher réellement? Puis, c'est quoi les coûts de ça? Parce que, oui, tu peux aller chercher des gros revenus, mais si ça te coûte 100 000 par appartement, puis c'est un 4 logis, bien, ça fait cher un peu le coût d'achat. Ouais. Fait que c'est tout à voir. Est-ce que chaque dollar que tu investis va te revenir ou non? Ben, c'est des questions à se poser. Je pense que on facilise, peut-être pas le bon mot, mais je pense qu'on rend l'investissement immobilier facile. Puis effectivement, dans les dernières années, ça a été facile pour bien du monde. Mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a des erreurs qui peuvent se commettre qui sont assez majeures dans l'immobilier. Puis, tu peux te creuser une tombe assez vite. Assez vite. Absolument. On a un, là, je ne compterai pas l'histoire, mais une... non, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais mon Dieu, c'est une histoire d'horreur, là, elle. Là. Puis, mais elle, c'est vrai parce qu'elle avait fait... Elle s'était comme trop formée, tu sais. Elle cherchait l'immeuble, la deal parfaite, puis finalement, ça ne s'est pas passé. Moi, j'ai souvent appris d'informations, puis je trouve ça vraiment intéressant d'en faire, puis ça vaut la peine de se tenir informé. Rendu là, c'est de se dire, est-ce que ça vaut la peine de dire, en partant, go, je dépense 4 000 $ pour une formation, ou je me forme à la base, je commence plus petit, puis après ça, tu commences. Puis, c'est surtout de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut comme investissement? Ouais. Il y a des investissements que, personnellement, je pense pas toucher parce que j'ai entendu, puis parce que j'ai vu. Puis il y en a d'autres que, ça m'intéresse vraiment, mais je suis pas rendu là, je me sens pas rendu là, puis c'est quelque chose que je veux faire à moyen terme. Tu as touché un peu le chalet locatif tantôt. T'en fais-tu de la gestion d'Airbnb? Aucunement. Puis c'est, en toute honnêteté, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'y ai pensé pendant un bout, puis je me suis dit, ouais, ça pourrait être cool, parce que c'est le fun d'avoir un chalet et de se dire, hey, j'ai un pied à terre à 1 heure d'ici. Mais je réalise que, tu sais, dans la gestion que je fais puis dans mon quotidien, moi, j'ai besoin quand même d'être en ville. Tu sais, mes immeubles que je gère sont tous à Hall-Elmer-Gatineau, sont tous dans le secteur urbain, pour la simple et bonne raison que c'est facile. J'ai besoin d'aller porter une lettre à tel endroit, ben, je peux faire ma route, puis c'est pas loin. Fait que, tu sais, quelqu'un qui une situation particulière avec un logement dont je suis propriétaire, à l'autre bout du monde, ça me créerait probablement plus d'angoisse que d'autres choses. Puis pour le retour sur investissement,
c'est à voir, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. OK. Écoute, un matin, j'ai fait une petite story avec un sondage pour voir s'il y a du monde qui avait des questions. J'ai reçu une couple de questions, fait que je vais t'y poser. OK. Ben ça, on y a répondu un peu tantôt. Ça vaut-tu la peine d'inclure les électros? On l'a touché quand même. C'est du cas par cas. Ça peut être... c'est quelqu'un qui est propriétaire d'un immeuble et qui veut avoir le moins d'appels possible, ben, c'est sûr que généralement, un set d'électro va peut-être t'amener 2-3 appels par année pour des niaiseries. T'sais. Mais ça dépend. Je te dirais que ça dépend de l'immeuble, ça dépend de l'objectif avec l'immeuble. Il y a des locataires qui n'en veulent pas d'électro loué. C'est correct avec ça. C'est correct aussi. Fait que, si le bail, originalement, il y a des électros inclus, ben, en cours de route, s'il refuse de changer ça, ben, il refuse de changer ça. Ouais. Des fois, peut-être, tu sais, mettons, tu as des duplex, triplex à Hull, Wrightville ou Vieux-Hall. Des fois, tu en as qui sont difficiles d'accès, comme sur les logements à l'étage. Là. Ouais. Les escaliers sont tous serrés, puis la salle de lavage est comme... Tu sais, des fois, de peut-être juste les laisser là, les inclure pour éviter que les locataires se cassent la tête dans le déménagement ou qu'ils se cassent la gueule ou qu'ils défoncent des murs ou des cordes de porte. Exact. Puis tu sais, quand c'est des grandeurs qui sont pas standards ou des stackables, c'est pas tout le temps le fun. Tu sais, j'en ai dans certains de mes immeubles que c'est un stackable, ils sont faits ensemble. Tu sais, ils ont fait ça pendant un bout. Puis la laveuse brise. Ouais, c'est plate, mais quand tu changes la laveuse, tu changes la sécheuse aussi. Tu sais. Fait que ça amène des coûts, ça peut amener des stress aussi. Aux propriétaires, mais aussi pour les locataires. Tu sais. Les locataires qui doivent trouver une sécheuse de 30 pouces stackable qui rentre dans tel espace, ça peut devenir compliqué. Ouais, non, c'est ça. Puis dans le Vieux-Hall, il y en a des salles de lavage qui sont raboutées. Exact. Fait que, c'est tout le temps de penser à ça. C'est-à-dire, les locataires potentiels, qu'est-ce qu'ils veulent? Puis, moi, quand je fais visiter, même si je sais que je vais acheter des électros, puis j'ai un logement à faire visiter, bien, je vais regarder, je vais poser des questions. Si la personne est intéressée, elle a ses électros, elle veut rien savoir d'avoir des électros loués, bien, il n'y a pas de problème, on s'entend, puis c'est correct. Là. Ah oui. Mais c'est rare que... Je vous dirais qu'en ce moment, là, on est pas mal en transition, mais j'ai l'impression que ça s'enligne vers que les locataires vont être de moins en moins propriétaires d'électros. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui les intéresse. Ça rend les déménagements tellement compliqués. Ouais. Dans les appartements, s'il y a un taux de roulement aux 2-3 ans, ça fait du déménagement. Je sais pas combien de fois toi tu as déménagé dans ta vie, mais. Trop souvent, man. C'est du trouble, là. Ah, sac. Pendant une couple de déménagements, j'avais pas grand-chose là, dans mon ancienne vie. Là. Ouais. Ah non, trop souvent. Mais à Ottawa, en Ontario, c'est beaucoup plus fréquent que les propriétaires. Parce que souvent, là, comme même nous autres, des clients acheteurs de l'Ontario, souvent ils demandent là, est-ce que les électros sont inclus? Puis des fois, non, ils ne sont pas inclus, puis ils sont comme surpris de ça. Je pense qu'à Ottawa, c'est quand tu vends, tu laisses les électros là, puis quand tu es propriétaire, tu fournis les électros. Mais ouais, je pense que c'est une bonne chose, là, parce que moi, j'en ai vendu souvent, là, comme j'ai acheté, déménagé, vendu mes électros, racheté. Ça peut être du gossage. Là. C'est un casse-tête. Puis au bout de la ligne, tu te bats pour. Tu vas essayer de le vendre sur Kijiji. Puis les tu vas gens. te faire négocier. C'est ça. Ça peut être du trop. Moi, personnellement, la maison que je viens d'acheter avec ma blonde, c'était tous les électros inclus. Puis on était bien contents parce que j'avais aucun électro qui aurait bien fité. Puis qui aurait été, ça aurait été beau dans la cuisine ou dans les salles de lavage. Là. Fait que j'étais bien content quand on a vu que c'était inclus. Ouais, non, c'est ça. Puis ça te sauve le déménagement aussi. Exact. C'est quoi le pire cas qui t'est arrivé? On a comme touché un peu tantôt, mais on n'a pas eu d'histoire super crunchy de moutarde ces murs. Oui, de moutarde ces murs. Je te dirais que la situation la plus dommage, comme la situation la plus triste que j'ai vécue, c'était vraiment un immeuble qui a passé au feu. Sur Papineau, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, l'année dernière. C'est un immeuble qu'on gérait. Puis il y a eu un feu. Puis c'est un immeuble de 5 logis. Des 5, il y en avait 4 qui n'avaient pas d'assurance. Aïe. Fait que tu vas avec ça, c'est une affaire, une autre petite parenthèse. Si vous êtes locataire ou propriétaire puis vous avez des locataires, assurance pour l'assurance immeuble, comme propriétaire, il assure l'immeuble, la coquille, mais il faut absolument que le locataire ait une assurance pour ses biens meubles parce que... C'est le meilleur 20$ investi. Je pense que c'est pour ça que ça coûte le 20-25$. Imagine, tu passes au feu, ton linge, tes meubles, ta brosse à dents, tout. Là. Faut tout, en tout cas. Puis, dans la situation, je me souviens, il y avait eu des GoFundMe, mais c'était rien pour couvrir tout ce qu'elle avait perdu. Puis, c'est le trouble en plein hiver. C'était au mois de mars, en fait. Puis,
trouver un appartement du jour au lendemain qui est meublé puis qui va t'accueillir. Puis là, t'as rien. T'as le linge que t'avais sur le dos quand t'es sorti, quand il y a eu le feu en pleine nuit. Exact. Ah non, ça, c'est des histoires d'horreur. C'est triste. Puis souvent, la population, je pense, locataire est assez jeune. Puis c'est des choses que c'est peut-être important de savoir. Puis nous, on l'indique dans nos règlements d'immeubles, c'est obligatoire d'avoir c'est indiqué que c'est obligatoire d'avoir des assurances locataires. Rendu là, des fois, les gens le font pas, ou les gens le font, ils nous montrent la preuve, puis après ça, ils cancellent l'assurance pour sauver 20$ par mois pour le mettre sur Netflix, tu sais. Mais ça peut être ça peut faire toute la différence, là. Ne serait-ce que d'être relocalisé pendant que... Tu sais, admettons que c'est un sinistre, un dégât d'eau, que le voisin d'en haut a laissé son bain couler, puis ça a fait un gros dégât d'eau dans le logement en bas. Bien, les 2-3 mois que le logement est en réparation, il est en rénovation, bien, tu peux être relocalisé aux frais de ton assureur. Tu sais, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour ça, là. Ouais, pas juste parce que tout passe au feu, mais juste des fois, c'est ça une affaire que c'est même pas toi qui es responsable, c'est la personne, le locataire en haut, là. Exact. Fait que, fermez la parenthèse, mais assurez vos biens même. Il y a une petite dernière, là, puis après ça, on wrap-up. Ouais. Ouais, ça, c'est une bonne aussi. Puis je le vois des fois avec les investisseurs avec qui je travaille. Il y a du monde qui n'aime pas les appartes une chambre. Parce qu'ils disent, tu sais, souvent, une chambre, tu vas avoir plus de turnover parce que les gens restent pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile à gérer? Une chambre, 2 chambres, 3 chambres? Je me dis, tu sais, 3 chambres, c'est que tu as la famille, tu vas avoir peut-être plus de va-et-vient, plus de long terme, mais ça va peut-être user plus. Tu sais, l'appart va peut-être se maganer plus rapidement. Oui. Ben, je dirais que une chambre, moi j'aime ça parce que c'est facile à louer, ça se loue généralement. Il y a de la demande pour une chambre, ça c'est sûr. Est-ce que les locataires restent longtemps? J'aurais tendance à dire que généralement, si tu es dans une chambre, tu es célibataire, puis là, tu as une conjointe, puis tu veux trouver un autre appartement, tu risques de trouver un 2 chambres. T'sais. Fait que oui, il y a plus de turnover dans les chambres, mais est-ce que c'est mal? Est-ce que ça devient intéressant aussi? Une chambre, je regarde les prix du marché versus le prix de une chambre, on n'est pas loin, tandis que dans 2 chambres, des fois, si les gens sont là depuis 2018, puis c'est plus tough aussi à garder au prix du marché. Ouais, c'est ça, s'ils n'ont pas... Mais tu sais, généralement, ce qui manque clairement, puisqu'il y a un manque cruel, là, c'est clairement des 3 chambres. Là, je pense qu'on a bien de la misère. Dès qu'on en a un à louer, il se loue automatiquement. Les gens restent longtemps, puis c'est correct. C'est parfait pour des familles. Puis, mais tu sais, le gap entre 3 chambres puis je vais louer une maison, il fait toute la différence. Fait que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de 3 chambres dans la région. Puis, ouais, parce que passer d'un 2 chambres à 1002, 1003, 1004 à une maison à 2000 et plus, des fois, il y a un gros gap. Là. Exact. Fait que le 3 chambres entre les deux... il est intéressant. Oui, il est intéressant. Écoute, vraiment intéressant, Dave. Je pense que tu vas apporter bien de la valeur au monde qui vont nous écouter, les propriétaires, les locataires ou ceux qui pensent se lancer en immobilier aussi. Fait que merci d'avoir pris de ton temps après-midi. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis, tu sais, c'est ma première expérience de podcast. Oui, ça a bien été. J'aime bien ça. Ça fait une couple que je pense que c'est leur premier podcast. Puis, je trouve ça cool. Ouais. Ça a super bien été. Merci. That's it. All right. Merci tout le monde. Bonne semaine. Merci, Dave.